beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Nous allons donc commencer par parler du rôle des industries créatives comme moteur des transitions sociales, économiques et environnementales. Il faut savoir que la ville de Marseille, en 2013, a été nommée capitale européenne de la culture, il y a 10 ans déjà, un tournant décisif pour la ville et pour le territoire. Aujourd'hui, le territoire est à nouveau en effervescence, cette fois-ci pour les industries culturelles et créatives, avec des acteurs qui émergent sur le territoire, mais aussi donc des deux côtés de la Méditerranée. Et nous avons la chance, je viens de les présenter, d'en avoir un certain nombre autour de cette table. On va tout de suite donc rentrer dans le vif du sujet avec Flore. Donc Flore, Marseille est reconnue aujourd'hui comme un pôle central pour les industries culturelles et créatives dans le bassin méditerranéen. Quelles initiatives spécifiques la ville soutient-elle pour encourager la création d'emplois et pour soutenir les jeunes talents dans ces industries? Merci Julie. Ça marche? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être présent pour cette plénière qui nous tient à cœur. Comme tu l'évoquais Julie, les ICC sont en effervescence sur le territoire marseillais. Ils se développent rapidement, en particulier l'écosystème du son et de l'image. À noter qu'en 10 ans, par exemple, le nombre de tournages a triplé. Ou encore, on peut citer la success story de Cross the Ages, c'est dans le secteur du jeu vidéo. Cette entreprise occupait un bâtiment de la rue Fongat il y a 3 ans. Elle occupe aujourd'hui la rue entière, avec plus de 200 salariés. Et elle attire des jeunes talents issus de 16 à 18 ans, issus de Suède, de Norvège, de Japon, de Chine. C'est l'entreprise à suivre et la grande licorne du territoire marseillais dans le secteur du jeu vidéo. Bref, je pourrais en citer bien d'autres exemples, mais je vais vous épargner. C'est dans ce contexte favorable que la ville a classé les ICC comme l'une des filières stratégiques de sa feuille de route de développement économique 2023-2030. Et c'est dans ce cadre qu'elle a fléché des projets structurants, des investissements vers des projets structurants, pardon. La ville est ainsi proactive pour renforcer son offre d'accueil et d'accompagnement des entrepreneurs des 2 continents. Il y a tout d'abord la modernisation du pôle média qui est en cours. Bientôt, les entrepreneurs créatifs pourront bénéficier de bureaux rénovés et d'un lieu vivant et animé à proximité immédiate de la friche de la Belle de Mai. C'est ce haut lieu culturel et créatif de la Belle de Mai. Par ailleurs, Marseille Innovation travaille actuellement à la création d'un programme d'incubation des jeunes créateurs et start-up dans les domaines des ICC, avec un focus particulier sur l'image et le son. Enfin, des discussions sont en cours avec un certain nombre d'opérateurs, notamment sur l'autre rive. MaWeb en est un exemple incarné aujourd'hui par Marion. La ville a également souhaité renforcer son soutien aux associations œuvrant pour le développement des ICC au service de la création d'emplois, de l'inclusion sociale et de la coopération internationale. En 2024, ce ne sont pas moins d'une 50aine d'associations qui ont été financées dans l'audiovisuel pour plus d'1,2 million d'euros. C'est sans compter, bien sûr, les investissements qui sont consentis par la ville dans le cadre de Marseille en Grand pour l'accueil à venir de l'école de la Cinéfabrique et la Cinémathèque. Bref, ces initiatives montrent l'engagement de la ville et des professionnels marseillais pour soutenir les jeunes créateurs et stimuler l'emploi dans les ICC, en combinant des dispositifs d'accompagnement, des lieux de création, des événements et des financements. Marseille souhaite s'imposer comme un véritable carrefour pour l'innovation culturelle en Méditerranée. C'est tout le sens de la candidature que nous portons actuellement, pôle territorial des industries culturelles et créatives, un appel à projet France 2030, avec l'AMU, l'INSEAM, la Friche et la plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Flore, vous pouvez applaudir ces nombreuses initiatives. From Marseille to Cairo, Adli, through Gemini Africa you have supported a number of innovative and creative entrepreneurs. What inclusive models do you favor, and how do you integrate young talents and also female entrepreneurship in the CCIs? Okay. First of all, thank you for the invitation. And I think I'm lucky. I'm the only man in this panel. So okay. Okay. Well, we have created a model around the creative industry back maybe 4 years ago. It was around mingling the creative industry with the entrepreneurs using technology. And we started off by creating what we call Cinematech. And Cinematech, like EdTech, Health Tech, PropTech, FinTech, it was a new track within the entrepreneurial scene. And we own the intellectual property rights since we were the first one to talk about and to practice Cinematech.
in this track, we decided to jump into a new era, a green field. I still believe that the creative industry is a green field. There are a lot to work together as Mediterranean and Europe and Africa, but as well for, as you mentioned, for young talents and for the women. Well, what happened is that we launched a campaign asking each and everyone who has an idea, a product, service, startups, SME, that has an additional value to the cinema industry to apply, and we promise the startups at that time that we will take you inside the industry. You should not be a great actor, you should not be a director, but you can be a startup, you can be an entrepreneur. We have now, as we speak, we have products in casting, we have solutions in script writing, we have solution in metaverse, VR, AR, definitely, location scouting. We have all types, you name it, all types of different aspects of the cinema industry. We have development and we have applications and solution and products. These are our talents. These are, and part of them are definitely are female and women entrepreneurs, and I will talk shortly about it. So it was like a dream. And I remember at that time, some of my friends called me and telling me, Adli, you know, what you are doing is great and very creative and innovative, but guess what? You will not find 4 or 5 working in this field in Egypt and in the Middle East. Now, as we speak, I'm very happy and glad and humbled to say that we have thousands of talents, youth, startups working with us throughout the last 4 years. We have launched, thank you. We have launched the first cinema tech incubator in the world. We have launched this year a new progressive, I would say, program about creative economy. Back in 2020, we were talking about entrepreneurship inside the cinema and creative industry. Then we have been talking with the ecosystem. This is not just a track, it is an industry, complete industry. And now we are talking, it's not just an industry, it is an economy. And for example, if you look to the GDP of UK, you will discover that 18% of UK GDP is coming from the creative industry. That's why I'm very positive. I see the potential, and I see that collaboration together will make a big difference. And the last point is about women. We have to tailor special program to women. That's why we have our tailored program for women and entrepreneurs, not only in the capitals and in Cairo, but in Upper Egypt as well. Many thanks. You can applaud him. Thank you. Je me tourne à présent vers vous, Pauline. Flying Sequoia accompagne donc l'industrie audiovisuelle dans la réduction de leur entreprise carbone, dans tout ce qui est stratégie RSE. Comment cette stratégie appliquée aux industries culturelles et créatives a-t-elle le potentiel d'accélérer les ICC comme moteur des transitions aujourd'hui dans l'industrie? Je vais essayer d'être courte. Très simplement, je vais rappeler quelques chiffres parce que quand on nous interroge sur le sujet, j'aime bien ramener en fait les ordres de grandeur. Donc moi, je vais parler que pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel parce que les ICC c'est très très large, donc je vais me prononcer que sur ce segment-là. En moyenne, en France, un individu consomme 3 heures. Un peu plus de 3 heures d'écoute de contenu à la télévision. Un individu. C'est 65% de la population française qui est allée au cinéma. C'est 150 000 influenceurs enregistrés l'année dernière. Et je crois que pour ceux qui ont des enfants ici, on appelle la nouvelle génération les always on, c'est-à-dire toujours connectés sur leur téléphone. Et en fait, c'est dire l'influence aujourd'hui de cette industrie de manière générale.
en réalité, on est en permanence influencé par la production de contenu. Et donc c'est là où réside en fait le principal axe de Flying Sequoia, c'est de dire que l'industrie des médias, de l'industrie audiovisuelle est probablement la plus influente au monde. Et en partant de ce principe-là, de ce constat-là, donc nous on intervient effectivement sur la manière de produire des films, de produire des documentaires, de produire une publicité, parce qu'on part du principe que la manière de produire a un impact également sur le récit narratif et qu'à un moment donné, il y a une congruence qui s'opère entre l'engagement qu'il y a sur la manière de produire un film et le récit narratif qui est raconté derrière. Donc je crois que pour répondre à la question, la première chose, c'est qu'à partir du moment où notre industrie, dans sa manière de fonctionner, amorce une transition bas carbone et RSE, elle agit en exemplarité pour répondre aux accords de Paris et aux enjeux aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, et que derrière, ça se reproduit dans le récit narratif et que ça a un pouvoir d'influencer en fait de manière massive les comportements de la société. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que j'ai répondu à la question sur le rôle, en tout cas, de notre industrie par rapport alors pourquoi on les accompagne ? Tout simplement parce qu'on part du principe que plus on va accompagner de producteurs et plus potentiellement on va avoir un impact en direct sur le récit narratif. Voilà, pour se focaliser là-dessus. Merci beaucoup. Donc on voit que voilà, beaucoup de marge reste à faire effectivement, mais avec un potentiel d'influence always on. Je ne connaissais pas ce terme, je vais le retenir. De toucher tous ces foyers finalement via les supports des industries culturelles et créatives et d'en profiter pour faire passer les transitions. On repasse côté Algérie avec Mawa Hub. Mawa Hub incarne aujourd'hui une coopération franco-algérienne innovante. Quels enseignements vous tirez aujourd'hui de ce programme et comment vous favorisez des modèles économiques inclusifs entre l'Europe et le Maghreb ? Tout d'abord, je voulais remercier en tout cas la ville de Marseille, remercier Flore et Yamina pour l'invitation, Emerging Valley, et saluer tous les panélistes qui sont là avec qui j'espère qu'on pourra développer des collaborations impactantes, parce que je pense qu'il y a un très fort potentiel et en tout cas on a tous une vision commune. Sur la solution spécifique Mawa Hub, en soi c'est une solution spécifique qui est vraiment un programme, c'est le premier programme d'incubation franco-algérien qui est dédié aux nouvelles technologies et à l'ensemble de l'intervention dans tout ce qui est art et culture, qui s'adresse à la jeunesse algérienne à l'ère du numérique en Algérie. C'est une initiative qui est portée par l'Institut français d'Algérie dans son souhait de renforcer la collaboration franco-algérienne dans le domaine des ICC et qui vraiment s'inscrit dans la déclaration d'Alger, dans cette envie de faire un partenariat renouvelé entre nos deux pays. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce qui est très spécifique par rapport au programme, et c'est vraiment de se dire qu'il y a eu une écriture commune avec des structures françaises et algériennes pour l'écriture de ce programme. Je pense que ça, c'est très innovant. C'est-à-dire que les porteurs de projets qu'on a pu accompagner ces 2 dernières années ont eu la chance d'avoir un programme double, à la fois en France et en Algérie, qui ont été portés par des structures, une structure privée, un incubateur qui s'appelle IncubMe, côté Algérie, et une structure qui accompagne des startups et des start-upers dans tout ce qui est accélération en France internationale, en France, qui s'appelle Creative Valley. Et donc c'est à travers cette ingénierie pédagogique conjointe qu'on a réussi, j'ai envie de dire, à garantir la structuration de start-up, la création de start-up francophones algériennes qui répondaient à un besoin foncièrement algérien, mais renforcé par une expertise et par vraiment une entrée dans un écosystème français d'excellence dans le domaine des industries culturelles et créatives. Donc aujourd'hui, il faut aussi rappeler qu'il y a 2 ans, quand nous on a porté ce programme, quand on l'a lancé, il n'y avait aucune offre publique et privée qui s'adressait à cette jeunesse et qui leur permettait d'accéder à des formations, à des rencontres. C'était des talents qui étaient présents mais totalement isolés. Et donc à travers Mawa Hub, au-delà d'un programme, on a vraiment permis de fédérer une communauté, et une communauté aujourd'hui qui porte des projets, des collaborations entre nos 2 pays. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important.
Et en quelques mots, pour finir, voilà, j'aimerais dire, alors on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, mais je suis extrêmement fière et heureuse de dire qu'aujourd'hui, en 2 ans, on a déjà accompagné 103 talents avec une parfaite parité homme-femme, parce que pour le coup, on a tout un focus qui est dédié donc à l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. C'est un programme qui était 100% gratuit. Donc ça aussi, ça permet d'ouvrir et de toucher un maximum de personnes. Au niveau du territoire, on a accompagné des porteurs de projets qui venaient de 16 wilayas. Donc vraiment, on cherche aussi à décentraliser. Et aujourd'hui, avec plus de 12 mois d'accompagnement, des collaborations impactantes, dont certaines qui sont naissantes et qu'on souhaite vraiment porter plus loin avec le pourtour méditerranéen, la ville de Marseille, la mission. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir plus de 17 projets innovants qui sont sortis du lot et qui, de stade d'idéation, sont arrivés à vraiment des moments de structuration. Et on souhaite, on espère en tout cas, les pousser encore plus loin. Merci beaucoup. Donc on le voit vraiment, un florilège d'initiatives autour du bassin méditerranéen. Now that we have seen the Mediterranean point of view, we are very lucky today to have Nigeria and South Africa that are 2 leading countries in the cultural and creative industries on the continent. So I'd like to have your point of views, ladies, on this bowling activities around the Mediterranean, and also to have your testimony from Nigeria and South Africa. So starting with you, Osayi Woman, you're the founder of Parallax Consulting, and you are empowering young talents in Africa. How do you help them to become from young talents to entrepreneurs? And how do your program contribute to this sector? All right, thank you so much, and thank you for having me. First, I'd like to say that we have, it's not so unique, but we have a challenge in Nigeria. We have a largely youthful population that is, underskilled, and we also have a media skill gap, of course, in Nigeria. Because of the unemployment gap that we have in Nigeria, one of the fastest growing economy in Nigeria is the creative sector. And we're seeing that there's so much opportunities there. So what we are doing is we've positioned ourselves to help upskill these young people that are jobless, right? I mean, they have data to play with. I remember the fight between South Africa and Nigeria, the Uber fight. You don't go to war with Nigerians when it comes to data, because we have data and we have time on our hands. So, I mean, yes, we'll beat you hands down. So, yeah, we have a largely youthful population. I'm not going to respond to that on the panel. Please don't fight on my panel. But we won. So we have a largely youthful population, and in all fairness, the future is the creative economy. And if we truly want to harness this talent, I mean, this is something that has very low barrier to entry. I mean, it is very easily adoptable with technology that is growing fast. We have beautiful platforms, digital platforms that are growing. So what we're positioned at Parallax is to intentionally start to create future media professional careers for these young people. So for instance, I mean, you don't have to be so, yes, media can be expensive, but with the way media is growing now, there is very, very little you can do to become a media entrepreneur. You just need a good smartphone and, and the better training to be able to take on those, the right content to build and all of that. So what we're doing, we're creating courses around those intentionality, where we're teaching them how to use technology to produce content, documentaries, films, different kinds of content, script writing, production. So I was really looking forward to meeting Adley afterwards. Let him tell me the model, because we just want to start this. Just this year, we got a contract from one of the state government to train about 1,500 youth. So we really need the expertise, the technical expertise, to be able to train these people, because again, I'm very passionate about self-sufficiency. We want something that is sustainable. We want something that will become an immediate point for empowering these young people. Then we also observe that within Nigeria also there's the SME media awareness gap, right? A lot of small businesses. We're doing something amazing here. But imagine if we're doing all of this and there's no media coverage, there's nothing happening. It's like we're winking in the dark. Most businesses as well, they do not have that consciousness of having media entrepreneurs within their organizations. So imagine if we're able to merge this youthful population
we upskill them, and we then pipeline them into some of these small businesses. First of all, we're sustaining the small businesses. We are helping them maintain visibility and continue to grow. We're also helping to upskill these young people and make them self-sufficient. So, I mean, I think it's a win-win, and that's where we are, you know, putting our eyes on. Then also, finally, for this young talent, I want to say that creativity is in diverse format, right? So what we're doing is we're not having any restrictions as to what kinds of talents that they want to play in. What we are actively looking for is who are the people that will be able to upskill them in that particular expertise that they have. Thank you. Thank you very much. Round of applause again. Last but not least, the South African example. So, Leslie, you have an amazing track record, both personally and in South Africa for creative industries. What concrete example could you share with us of CCI initiative that can inspire innovative models and inclusive models? Thank you, Julie. This is a bit of a full circle moment for me because when I was invited to Emerging Valley before and we supported growth of interest in Emerging Valley, lockdown killed it. So it's really, really nice to be back. I think I'll start with a live project, and I'll give 2 or 3 quick examples. The first is within South Africa, I don't think our government has fully appreciated the potential of the creative and cultural industries. It's starting to get there, and I think part of the pathway of getting there is because of international partnerships bringing visibility to our work. So it's almost getting international partners campaigning and then reverse engineering solutions locally because of international visibility. So the project I'm working on at the moment is around the fashion sector and writing strategy for South Africa's fashion industry. And how that came about is South Africa's government or cabinet approved the Creative and Cultural Industries Master Plan in 2020, but it's quite broad, so it's very hard to implement. So last year I was asked to moderate a series of dialogues around the animation sector. Government felt for one of the first times they were not being attacked. The ecosystem really sat around a table and was quite positive and generative. I was then asked to do the same for the fashion sector, so I used that as an opportunity to approach the French Embassy in South Africa and Institute of France to come on board because it felt natural to partner with France around the fashion sector. Spent a few months interviewing experts in South Africa and France, and it culminated in a 2-day dialogue last week in Johannesburg where French experts came over. And what was really interesting is this ability to find common solutions to shared problems. If you look at sustainability in the fashion sector, for example, that's something that France fashion sector is thinking about a lot with EU legislation. South African designers know that for them to compete internationally, they need to be sustainable. Looking at addressing issues like ultra-fast fashion, Shein and Temu, you know, I'll just give those 2 as examples within the fashion hub, but suddenly again South African designers know this is where and how you enter international markets, not just to showcase, but what does it mean to be truly bio-ready on these international platforms. And we have a few examples of luxury fashion brands that are already there that we need to mainstream. I'll quickly share another example or 2. In 2017, when I was CEO of Tshimologong Precinct, which is owned by Wits University, one of the largest university-based incubators in Africa, we launched the Digital Content Hub. And within that, we launched animation, gaming, VR studios. And for us, it was really this opportunity to make sure that South African animators, for example, are not just service workers to the world studios, but we are developing our own IP and our own storytelling. And there's been a few successes coming out of that. Firstly, let me say we raised €1 million from AFD, and then more than quadrupled that investment by local and other French partners. But just very quickly, the lessons there for us was around blended finance, because we couldn't find local investment to launch the animation or gaming studios initially. We then partnered internationally, showed results, we measured
data. We measured everything we were doing and constantly communicated to the market what we're doing. That then attracted interest from the South African government, where they started taking us seriously in terms of its ability to create jobs, economic growth. These studios stayed working during lockdown because the work was online. There were international co-productions between France and South Africa, especially working with Gobelin, top animation school in the world. All our trainers were trained by them. And just a key success for me was also when our art director resigned, our founding art director, who studied at Gobelin, he launched our space, but to basically lead in Kizazimoto, a series of 10 short animation films on Disney+. So our work is in demand as Africans, and sometimes it's about getting those sort of right partners and financiers to bridge the gap. Thanks a lot. We can also applaud Leslie. Thanks a lot. Vous avez tous parlé de beaucoup de chiffres. On voit vraiment la création d'emplois locaux, on voit énormément d'initiatives, on voit des entreprises qui grossissent, des initiatives qui forment des centaines de programmes, voire des milliers. Donc félicitations vraiment à vous tous. Et je pense que Leslie en a parlé. Une des manières de multiplier encore cette création économique est via les partenariats internationaux. Et donc pour passer à la deuxième partie de ce débat, comment envisage des nouveaux modèles de coopération internationale justement pour renforcer la coopération entre nos deux rives. Je me tourne à nouveau vers la ville de Marseille. Quels sont les projets concrets, les leviers, les outils à disposition pour rapprocher Marseille du pourtour méditerranéen? Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Juste effectivement préciser que la ville de Marseille dispose en fait d'une vingtaine d'accords de coopération avec donc des territoires méditerranéens sur tout le pourtour. C'est ce qu'on pourrait qualifier de diplomatie territoriale. Donc, ce sont des accords officiels. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour justement développer des projets concrets, des outils, ou en tous les cas d'aller solliciter des outils qui sont à disposition des collectivités. Juste peut-être commencer aussi à expliquer le pourquoi, puisque ce n'est pas forcément toujours très facile à comprendre pour le citoyen lambda qu'une ville consacre une partie de ses politiques publiques donc à la coopération. Tout d'abord, on le fait parce que c'est important pour nous d'encourager les dynamiques socio-économiques du territoire, aussi bien d'encourager nos acteurs à développer des actions à l'international, et là en l'occurrence en Méditerranée, et à l'inverse, que le territoire devienne attractif. Et comme ça a pu être démontré tout au long de cette journée, et y compris et particulièrement, je dirais même, dans ce panel, c'est vrai que Capitale européenne de la culture 2013 a été vraiment un levier très fort pour l'attractivité de la ville de Marseille. Le deuxième point, je dirais, pour expliquer voilà, notre engagement, c'est justement le développement du capital humain. C'est-à-dire, c'est vraiment de pouvoir accéder aux meilleures pratiques en fait, de projets innovants, aux meilleures pratiques et aux projets innovants, pardon, qui permettent en fait d'améliorer à la fois le fonctionnement de notre institution, puisqu'en fait notre objectif aussi, c'est vraiment de performer dans nos politiques publiques, et en regardant ce qui se passe aussi ailleurs, en s'en inspirant, et bien à travers des projets de coopération, ça permet vraiment voilà, d'avoir ce miroir, puisqu'il est vrai qu'en Méditerranée, on partage de très nombreux défis communs. Donc on a aussi effectivement, nous, pour objectif de favoriser la capacité à agir dans un contexte globalisé. Et c'est vrai que c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que la Méditerranée, par exemple, sur la question du changement climatique, étant considérée comme un hotspot, on est très semblable à ce que peut vivre Valence, justement, donc à partir de Marseille, ou Alger, ou encore Tanger, donc notamment sur la question des incendies, des inondations, etc. Donc on a des solutions à trouver ensemble. Et donc c'est encore une fois à travers ces projets de coopération. Donc comment on le fait? Déjà nous, donc
essaie de développer des outils directement à destination donc des opérateurs marseillais. Donc voilà, on les accompagne et on peut les soutenir à travers des leviers financiers, donc des subventions classiques donc publiques. Mais avant tout, ce qui est important, c'est justement toute cette démarche d'accompagnement pour faire en sorte qu'il y ait une convergence entre leurs objectifs et notre stratégie en fait et notre feuille de route au niveau de la coopération méditerranéenne. Donc ça, c'est un premier levier. Et ensuite, évidemment, il y a tout un tas, enfin, il y a des outils, et notamment avec deux, on va dire, bailleurs référents pour nous, qui sont le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On avait le délégué juste avant de la DCT-CIV, donc la délégation des collectivités territoriales et société civile, qui a expliqué effectivement qu'il y avait des appels à projets et auxquels effectivement nous, collectivités, du fait d'avoir ces accords et ces partenariats avec des territoires méditerranéens, nous pouvons soumettre un projet très concret. Deuxième levier, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, effectivement, qui a un outil aussi à destination des collectivités. Et pour finir, juste vous dire que justement dans la façon dont on construit ces projets, c'est qu'effectivement, notre principal partenaire, c'est évidemment le partenaire méditerranéen. Donc nous, Ville de Marseille, par exemple, si je prends un exemple, on a un partenariat avec Casablanca, avec Tanger, avec la wilaya d'Alger, avec Tunis, avec Sousse, avec Beyrouth, avec prochainement probablement Izmir. Enfin, voilà. Donc on a un certain nombre de partenariats et c'est à travers ces partenariats qu'on va travailler ensemble sur un projet. En définissant effectivement une problématique commune. Et effectivement, la question des ICC est très récurrente, c'est-à-dire que c'est vraiment un sujet qui est, comment dire, très souvent pris en charge dans le cadre de ces projets de coopération. Parce qu'il y a une effervescence et une émulation sur le territoire, sur les territoires méditerranéens. Donc, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, sur cette dynamique qui est déjà en place sur nos territoires respectifs. Et on va réfléchir à comment s'apporter mutuellement. Et tout ce que j'ai expliqué juste avant sur le pourquoi, voilà, va permettre d'alimenter ce projet. Et donc, effectivement, dans les projets de coopération qu'on construit dans un premier temps d'un point de vue institutionnel, on s'entoure de ces opérateurs qui peuvent être des associations, des entrepreneurs, des fondations, etc., et qui vont venir évidemment nous aider à, en tout cas, nous accompagner ou en tous les cas faire partie du tour des parties prenantes pour avancer ensemble sur des solutions et sur des défis communs à relever. Voilà. Merci beaucoup. On le voit, donc un réel maillage territorial de partenariats par lesquels vous passez pour les ICC qui sont vraiment un catalyseur. Adli, turning to you again, cinema is also a catalyzer and it has the power to inspire cooperation. You with Gemini Africa, in what sort of international cooperation projects are you involved right now? And could you describe it a bit more, please? Okay, thank you again. Well, due to time limitation, I will state facts. First fact that this year our graduates from our different Cinematech programs won AIDAR in Cannes Film Festival, and we're so proud that... Congratulations. Thank you. They were part of the cast and the crew of the film. This year as well, we won another award from Venice Film Festival. So we see that we are gaining the fruits after a lot of efforts, and we believe that the right message is that we have a lot of space to collaborate on international levels. This is first fact. Second fact, we have been working the last couple of years with different international partners. We have our American partner, the USAID. We have opened a new branch for Gemini and Cinematech in Upper Egypt. And we have a Business Development Service Center with a complete studio to serve the creative industry for talents and startups and SMEs in Upper Egypt. We have worked with the UK partner, British Council, as well to launch a creative economy program. We have worked with the Germans, we have worked with the Embassy of Canada to empower the ladies and the women
using technology of the cinema. Having said that, our message was that the technology is not always so complicated, so you can take the mobile and shoot a short film or documentary. And we are very proud as well, it's an exclusive announcement, that we are launching the Music Tech, which is a track similar to Congratulations Cinematheque. to many announcements today. So I think it's about time to collaborate with our French friends and with Ville de Marseille. I hope that this year, or 2025, I would say 2025, it will happen finally. Thank you very Thank much, you. Adli, and congratulations again. Pauline, je me tourne vers vous. Vous avez noué des partenariats avec l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et parler surtout des solutions que vous avez pu mettre en œuvre dans ces partenariats? Alors, effectivement, on a noué des partenariats. Donc, l'Afrique, la conviction qu'on a, c'est que ça va. Déjà, c'est probablement le continent qui enregistre le plus fort taux de croissance de contenu audiovisuel, en termes de taux de croissance. Il a annoncé dans les derniers chiffres que c'était à peu près 20 millions d'emplois, cette industrie, dans les années à venir. Et donc on est convaincu que la nouvelle génération, comme ça a été bien souligné tout à l'heure, va utiliser en fait cette industrie comme levier majeur d'expression et de représentativité de l'Afrique et de la place de l'Afrique dans le monde. C'est quand même 25% de la population mondiale en 2050. Et donc concrètement aujourd'hui, l'enjeu pour pas mal de productions avec lesquelles on travaille, c'est de faire en sorte que produire en Afrique devienne compétitif pour pouvoir se positionner sur la scène internationale. Et donc la compétitivité, elle va passer par un certain nombre de critères. Nous, la conviction qu'on a chez Flying Sequoia, c'est qu'à partir dans les années à venir, chaque euro investi dans la culture doit avoir un impact positif dans le monde. Et donc ce que ça signifie, c'est un ROI financier et extra-financier. Et que la compétitivité, elle va se placer demain sur ces deux enjeux. Et donc devenir compétitif dans notre industrie, ça va être intégrer également les enjeux de durabilité. Et donc dans le cas des coopérations qu'on a avec des producteurs basés en Afrique, on a beaucoup réfléchi à les accompagner sur un rôle moteur en fait sur cette double casquette. Et on pense qu'il y a énormément de producteurs en Afrique qui sont extrêmement engagés et qui veulent justement jouer un rôle de précurseur pour envisager une autre manière de produire, envisager une autre manière de devenir compétitif, pardon. Donc tout l'enjeu, donc nous on est basé en France, tout l'enjeu qu'on avait, c'était, et c'est pas qu'en Afrique, hein, c'est également vrai en France et à l'international, c'est comment on fait pour rendre accessible d'un point de vue technique et financier l'implémentation de ces démarches. Donc naturellement on s'est digitalisé, on a développé une plateforme, donc ça c'était le premier enjeu. Ensuite, pour se déployer en Afrique, le deuxième enjeu, c'était, il est double. La première chose, c'est d'avoir accès à des expertises locales en matière de durabilité, parce que ce n'est pas nos équipes qui vont systématiquement se déplacer sur le terrain, il y a tout un réseau de compétences locales à aller chercher. Ça, c'est pour la partie RSE. Et le deuxième enjeu, c'est, je crois, en tout cas, le manque probablement de techniciens ou de personnes qui sont formées localement pour pouvoir déployer ces démarches et accueillir beaucoup plus de tournages que c'est le cas aujourd'hui. Donc, l'enjeu, c'est d'être en capacité d'apporter le modèle qu'on a et qu'il soit facilement déployable sur le continent africain en nous basant sur des expertises qui sont elles-mêmes basées en Afrique et en mettant en relation tout le réseau d'expertise qu'on peut mobiliser avec ces productions. Voilà.
concrètement. J'essaye d'être synthétique, je suis désolée. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, on en parle après. Merci beaucoup. Donc, on voit beaucoup de problématiques RH, effectivement, de formation. On passe à nouveau sur le Mawa Hub, qui a déjà de belles histoires à raconter pour un projet aussi jeune. Quels sont vos projets pour l'avenir, pour rapprocher encore plus l'Algérie et la France? Ça, c'est une bonne question. On a beaucoup de projets. Aujourd'hui. On est en pleine écriture, c'est-à-dire que là, on vient de faire 2 années qui étaient des années pilotes. Donc là, on est en train de faire le bilan, de faire un audit de ce qui a été fait, d'avoir ce retour d'expérience pour se dire, voilà, ça a fonctionné, mais ça mérite vraiment d'être amélioré. Donc on est dans cette phase vraiment d'étude analytique. Et à la suite de cette étude, l'idée pour nous est de déjà, permettre au programme de perdurer, parce que c'est vraiment notre envie première. Déjà, c'est notre envie et c'est même nécessaire, parce qu'il y a un besoin qui a été identifié en Algérie, il y a une envie en France aussi de collaborer avec l'Algérie, avec ces jeunes talents, d'aller un peu sourcer aussi tous ces nouveaux récits et tous ces talents qui ont envie de revendiquer leur identité, leur culture et de la transmettre avec un autre regard à travers leur prisme et non pas parfois le regard biaisé qu'on peut avoir nous sur leur territoire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc la suite, elle est où? La suite, elle est avec vous tous, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, Mawa Hub, c'est une sorte de tremplin. C'est-à-dire qu'on a vraiment sourcé les jeunes talents un petit peu partout. On leur a donné des outils et des clés de transformation, d'accélération. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ces jeunes, il faut continuer à les accompagner. Les alumni, c'est pas en 6 mois qu'un projet va se transformer, devenir durable et impactant. Donc l'idée, c'est à la fois de pousser à l'accompagnement d'alumni, mais aussi de continuer à identifier et à permettre de fédérer tous ces talents au sein d'une communauté, donc de construire cette communauté et d'être toujours ce même tremplin. Mais aussi peut-être de trouver des entrepreneurs qui sont déjà implantés, qui ont besoin aussi d'être accompagnés, d'avoir une sorte de conseil en ingénierie bilatéral pour faire en sorte de leur permettre de venir en France, de créer des collaborations impactantes et de permettre donc de pousser encore plus loin les premières collaborations qu'on a pu faire naître aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Et je pense que Mawa Hub, c'est avant tout une sorte de catalyseur de changement. Donc ce changement, j'espère qu'on pourra l'écrire avec la ville de Marseille, avec la mission Méditerranée. Je serais ravie d'échanger davantage vraiment tout autour de ce pourtour méditerranéen, mais plus loin. Et donc on est extrêmement ouvert à l'idée de créer des collaborations. Donc n'hésitez pas, on est en pleine écriture et donc c'est maintenant, je pense, que tout se fait. Voilà. Merci beaucoup. On le voit, beaucoup de synergie. Vous pouvez applaudir. Beaucoup de synergie, beaucoup de partenariats potentiels qui vont pouvoir se créer, on l'espère, on est aussi là pour ça. Leslie, you have a long-lasting experience of international partnership. How do you see the role of CCI in bridging those bridges? And could you maybe have some details on environment where there are a lot of cultural disparities, like in the Mediterranean or in South Africa? Sure. I think, firstly, I'm a Pan-Africanist, so I celebrate Nigerian. I'm a Afrobeat, so I'm a piano. I don't care. I want Africa to thrive. I think African creative industries is in a very exciting place at the moment, and I think it's a big opportunity to invest and participate in that. We've spoken a lot about the youth bulge in Africa today. I won't go into the detail, but increasingly, African youth are basically consuming its own. And I imagine that for the Mediterranean occurring as well. If I were to give 1 or 2 examples, I've been working with INA, the French Audio Visual Institute, on a few projects, be it with the Ethiopian Broadcasting Corporation, who has over 50,000 hours of content that needs to be digitized, to Robben Island Museum, that's famous for Nelson Mandela having spent time there. A lot of the content there needs to be digitized. Now, it is a fact that this has not been a core skill set in our context, and we are developing that capability right now. And I think there is something really interesting where we start blending solutions from the north where it has been done so that we don't recreate the wheel where it's not needed, but making sure that it's very locally contextualized. And then the other thing is, I think, when we do partner with the global north, listening to the expertise from the ground, I think it was mentioned before, also shows both a blend of respect, but also the right kind of market value.
So again, to give an example, we've been seeing an increasing amount of South African craft, for example, showing up here in France and other northern countries where local designers reimagined where and how we do craft. The problem is it's absent from the meaning, the cultural meaning and references where it was purchased. A couple of years ago, some local designers in Lesotho took on Louis Vuitton for, again, reimagining the local blanket and calling it Louis Vuitton. But there was an economic value to locals. Now, we need to get ownership and intellectual property right and respected in Africa, but we know that there's market demand. So partnerships enable that. Just to give one example, amazing French lady, Emmanuelle Coget, at some point when I interviewed her about 2 months ago, she had an online platform where she put products from Africa next to French luxury brands. And African products were constantly sold out, and she had 0 returns. You know, so the conversation we're having is about economics, creative economy, it's economics, is market value, but it's about how we all participate in a respectful manner where there's win-win value for everyone participating. Thanks a lot. You can applaud Leslie, thank you. The conclusion word to you, Osayi Woman, you're a key player on the Nigerian media scene. How do you see international cooperation, and what are the kind of international projects you are working on and that could also work here in the Mediterranean? Okay, this is why we're here at the Emerging Valley Conference. In all fairness, what we lack is the skill gap. So how I see international collaborations would be people that are willing, to come in and help set up those co-creation hubs, right? If you choose to invest in Africa or Nigeria, let me be specific, you're investing in a very good field because we have everything, right? We have the humans to do the job. We have the market, we have everything. We have both the consumers and we have people that can be trained to become the technical skills. So we lack a lot of technicalities when it comes to our production standard and our quality. And I love what she was talking about. So what we need to do with international collaborators, if you have products that can help upskill this young, youthful, talents, that would be one great way to come into the Nigerian scene. Secondly, I was in Vegas last year for a media conference, and I know that a lot of us also, apart from the skill, we also do not have the machinery, so the equipment and all of those things when it comes to even the quality of the production. Some friends of mine were talking today, we say, why can't we have something like this? Like, there are different kinds of opportunities when it comes to the creative sector within Nigeria. Our fashion is doing great as well, by the way. Our music is doing great, but I feel like the production aspect in terms of our audiovisual production, we're still lacking heavily in the quality of the production that we have. And again, if we see partners that can come into that space and play in that space, I think that would be great. I just wanted to say that Nigeria is uniquely positioned for this creative sector, right? What you need in the creative sector, we have it when it comes to the population. So if anybody's seeking, that market, that's where we should be playing into. So we are talking trainings, we're talking upskilling, we're talking productions, different kinds. And the labor would come to you at even a cheaper, a cheaper value compared to what you would pay, their other counterparts. So I feel like, quality co-creation hubs, resource hub, because I think I listened to one of the panel when they were talking about research and all of that, resource hub for quality research materials. Those are the kinds of places that we're looking into. So for us at Parallax, we're trying to build that hub, that SME and youth empowerment hub, where we are upskilling these young people. We're also helping small businesses to grow. I think if we do those kinds of collaboration, I think we will be really, we will definitely take the world. Yeah. Thanks a lot. Thank you very much.